Bienvenue à Lumière sur le spectre, le balado créé et animé par des élèves autistes. Je m'appelle Jessica Vignola, éducatrice spécialisée à l'École de la Magdeleine, dans la grande région de Montréal. J'ai lancé le défi à mes élèves d'interviewer des adultes, eux aussi autistes, qui ont des témoignages et des histoires inspirantes à raconter. Ils vont nous partager leur expérience, leur perception, leurs défis et leurs réussites à travers leur propre regard. Ce projet a plusieurs buts. D'abord, d'augmenter le sentiment d'appartenance en découvrant des modèles inspirants. Ensuite, de développer de nouvelles capacités dans la réalisation de ce balado et surtout de sensibiliser et d'informer le grand public sur la diversité du spectre de l'autisme et de déconstruire les grands stéréotypes. Ce projet a pu être réalisé grâce à la participation de nos élèves, du comité sensibilisation au TSA, du comité MagTV et grâce aux généreux dons de la Fondation Desjardins et du Carrefour Jeunesse Emploi Roussillon. Nous vous souhaitons bon visionnement. Bonjour et bienvenue au tout premier balado de Lumière sur le spectre. Je m'appelle Joachim Fraser de l'École de la Magdeleine et je suis en compagnie de Louis-David, qui fut aussi un élève de la Magdeleine et qui est ici avec nous pour parler un peu de lui et de comment il est en ce moment. Salut Louis. Salut, merci de m'accueillir. Je suis très heureux de t'avoir ici. C'est vraiment, ça fait bizarre de voir un ancien vétéran à l'école. Si tu permets, j'aimerais commencer par une question de... Comment ça va en ce moment, là? Ça va super bien, je suis content. C'est un projet assez excitant pour moi. C'est la première fois que je vais faire un podcast ici. Je trouve ça super. Bon, on va commencer par la première question. Sur ta scolarité, depuis le primaire jusqu'à la fin, comment c'était? Pour moi, ça a été difficile. Veux pas, je suis TSA. Alors, dans les débuts de ma scolarité, j'ai dû passer par plusieurs étapes différentes. Comme, justement, veux pas, j'étais différent par rapport aux autres, mais je savais pas encore que j'étais TSA à partir de la maternelle. J'ai fini par l'apprendre à 8 ans et j'ai commencé à parler très tard aussi. Fait que j'avais beaucoup de difficultés à m'intégrer. J'ai eu très peu d'amis au cours de ma scolarité. Puis j'ai fini par être intégré dans une classe GER, une classe adaptée pour les autistes, seulement en 6e année. Et j'étais dans le déni de l'autisme dans ce temps-là en plus. Alors c'était pas plus facile pour moi. Puis j'ai appris à gérer tout ça avec le temps, en travaillant sur moi-même. Puis j'ai fini le secondaire à l'âge de 20 ans, ici, dans le fond. Puis je suis même rentré au cégep. Et précisément en quoi au cégep? En art visuel. C'est quoi l'art visuel? L'art visuel, dans le fond, c'est... Tu vas aller travailler dans le domaine de l'art. Fait que l'art visuel en particulier. Fait que autant au niveau des peintures, au niveau des sculptures, que l'art du côté un petit peu plus contemporain. Alors, des fois, c'est pas nécessairement facile pour un autiste en art visuel de comprendre certaines choses parce que l'art contemporain est assez spécial, puis il y a l'anti-beauté qui va rentrer là-dedans. Mais j'ai fini par le finir. Puis en bout de ligne, je m'en sers même pas aujourd'hui. Je travaille pas là-dedans. Puis, ça a été quoi ton mouton noir un peu pendant ta scolarité, là? Le déni. Le déni. En fait, ce que j'avais de la misère jusqu'à facilement l'âge de 17 ans, c'était d'accepter le fait que j'étais TSA. Puis d'accepter le fait que, oui, j'étais différent, puis que j'avais des difficultés qui faisaient en sorte que peut-être j'allais avoir plus de misère dans certaines choses.
Fait que je respectais pas nécessairement le fait que je sois TSA. Je voulais pas l'être. Fait que je disais à tout le monde que je l'étais pas. Puis tout le monde s'était trompé, ça se pouvait pas que je le sois. Puis ça a été l'un des pires moments de ma vie en bout de ligne, parce que c'était le moment où que j'ai le moins évolué en bout de ligne. Parce que je pouvais pas... tu peux pas évoluer quand tu te prends pour quelqu'un d'autre. Veux pas. Ouais. Puis ça a été au moment où j'ai commencé à vraiment accepter le fait que je sois TSA, que ça m'a permis d'évoluer. Puis de me rendre où je suis rendu aujourd'hui. C'est à quel âge que tu as commencé à accepter ce que tu étais, qui tu étais, en fait, pas ce que tu es, mais qui tu es, en fait. À l'âge de 14 ans, j'ai eu un chien Mira. Puis un chien Mira, t'as ça d'habitude, plus autour de, je me trompe pas, 14 ans, c'était à 12 ans. Puis j'étais quand même assez vieux, mais grâce à certains contacts, j'ai réussi à avoir un chien Mira. Et ça m'a permis de passer à autre chose. Puis de finir par comprendre que je suis TSA, finir par comprendre que oui, je suis différent, mais c'est pas nécessairement un problème. Parce que ça m'a ouvert énormément de portes en bout de ligne. Mon chien m'a aidé énormément à parler aux autres, à commencer à m'intégrer. Les personnes me posaient des questions, fait qu'il fallait que je réponde. Fait que ça aide beaucoup aussi. Fait que je dirais mon chien Mira, ça a été la chose qui m'a aidé le plus à m'intégrer. C'était quoi le nom de ton chien? Hera. Hera. Ouais. Puis, est-ce que tu avais aussi des parents? Est-ce que tes parents étaient là aussi pour t'aider? Énormément. J'ai été privilégié, je dirais, au niveau de mes parents. Malgré qu'ils soient séparés, j'ai tout le temps été encadré par eux. J'étais pas facile du tout à gérer parce que je suis hyperactif. J'avais des problèmes aussi au niveau de mon comportement. J'étais agressif. Parce que je veux pas, quand tu es dans le déni, c'est dur de pas être agressif puis de pas avoir des comportements négatifs, je dirais. Puis malgré tout ça, mes parents m'ont tout le temps appuyé. Ils ont toujours fait en sorte que les choses fonctionnent, même quand ça allait pas bien. J'ai eu des difficultés à l'école, puis ils m'appuyaient, puis ils me poussaient vers le haut tout le long. Fait que je suis privilégié à ce niveau-là. Puis est-ce que tu as eu un genre de mentor aussi? Que ce soit aussi un de tes parents? J'en ai eu plusieurs, puis j'en ai encore aujourd'hui. Dans le domaine dans lequel je suis entraîneur, fait que j'ai des mentors. J'en ai de moins en moins aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui forme certains entraîneurs. Mais j'en ai eu longtemps. Mon père, pour moi, c'est le plus grand mentor que j'ai, définitivement. Et quel est son plus gros impact qu'il a eu sur toi? Émotionnel. Vraiment émotionnel. Il m'a permis de comprendre mes émotions, d'être capable de les extérioriser, d'être capable de passer à autre chose quand j'étais pas de bonne humeur. Puis c'était quelque chose qui était quand même assez courant, parce que comme je dis, j'avais des problèmes de comportement. J'étais agressif, puis ça m'est arrivé souvent de me battre pour des raisons que peu de personnes seraient pognées, mais moi, ça venait me chercher beaucoup. Je me faisais énormément intimider quand j'étais jeune. Puis j'étais pas le genre de personne qui s'écrasait face à ça, j'étais quelqu'un qui explosait à la place. Puis c'est justement pour ça que j'ai même commencé à m'entraîner à l'âge de 16 ans. Ça m'a permis d'aller chercher un certain respect face aux autres. Mais j'ai pas commencé à m'entraîner juste pour être en santé. C'était vraiment pour passer à autre chose. Puis mon père, ça a été la personne qui m'a le plus appuyé là-dedans. Il a une facilité à le faire de son côté. Je dis pas que ma mère, c'est pas le cas. Mais j'ai toujours été beaucoup plus proche de mon père. C'est bon, ça. Et là, dans t'as dit que tu étais coach, mais là, tu fais quoi en tant que coach en ce moment? Bien, dans le fond, je suis entraîneur privé. Je suis spécialisé en transformation physique puis en alimentation. Alors, mon but dans la vie, c'est d'aider le plus de personnes possible, mais il y a certaines personnes aussi que j'amène en compétition, que je cherche à aller faire une compétition de body fitness ou de bodybuilding, ou qu'on veut même se rendre en powerlifting. Je suis assez spécialisé là-dedans. Puis j'ai développé cette passion-là en m'entraînant. Puis sur le long terme, c'est devenu quelque chose qui me rentrait dedans. Même quand j'étais en art visuel à l'école, je m'entraînais encore. Puis j'ai eu un gros déclic. Même si j'ai été en art visuel, je me dis, je fais plus rien dans ce domaine-là. Je suis allé dans une autre voie, puis en bout de ligne, c'est devenu une passion. J'aime vraiment beaucoup ça. Puis en ce moment, tu as combien de clients en ce moment? Là, j'ai dû recommencer à zéro. Dans le temps, j'avais au-dessus de 135 clients. Je travaillais chez Énergie Cardio. Puis j'ai décidé de voler mes propres ailes. Malheureusement, ces clients-là ne pouvaient pas me suivre parce que j'avais un contrat avec eux. Alors, il a fallu que je m'en rebâtisse une nouvelle. Puis pour l'instant, j'en ai une 50aine de plus. Puis c'est des clients nouveaux. Il y en a certains qui ont quand même décidé de me suivre. C'était par leur choix. Je ne pouvais pas les tirer de mon propre côté parce que j'ai quand même signé un contrat avec Énergie Cardio.
Mais j'ai rebâti ma clientèle, puis ça va super bien. J'ai encore des super belles transformations physiques. Puis là, ça fait combien de temps là, t'as fait ta compagnie? Là, ça va même pas un an. J'ai commencé à travailler à mon compte en octobre. Fait que ça fait environ 5-6 mois. Puis ça va pour le mieux. Sauf que je vais rentrer dans un certain détail pour un TSA. La gestion de soi-même, la gestion d'une entreprise, je veux pas. Moi, dans mon cas, c'est pas comme si j'avais à gérer des personnes, à part mes clients. Sauf que j'ai plus personne, mettons, pour me backer au niveau salarial ou quoi que ce soit. Même au niveau des impôts. C'est un gros jump dans le vide. C'est très stressant. Mais c'est autant possible pour un TSA que pour n'importe qui en bout de ligne. Puis là, quand tu vas en parler, que ça a été un gros jump, mais raconte-moi comment s'est passé ta transition adolescent, adulte, indépendant. Ça a été un peu rock'n'roll. Vraiment. Rock'n'roll? Ouais. Parce qu'en tant que tel, moi, je suis resté au secondaire jusqu'à 20 ans. Fait que je suis devenu un adulte ici. Puis, il y a eu des situations dans l'école, j'ai eu des conflits, j'ai eu des affaires que j'ai dû régler avec un certain prof, sans nommer de nom. Et c'est venu mettre un petit frein dans mon évolution. Puis, en bout de ligne, ce petit frein-là m'a permis juste d'évoluer un petit peu plus. Fait que, puis de me prendre en main. Puis j'ai fini par être intégré au régulier à l'âge de 19 ans. Et c'est là que je pense que j'ai évolué le plus, puis que j'ai comme pris les choses en main, puis que j'ai juste continué à monter. Mais il y a eu un certain moment où ça a été difficile. Pour n'importe qui, c'est ça. Moi, c'est comme j'avais fait ma crise d'ado à 18 ans, dans le fond. C'est important. Ouais. Puis là, en ce moment, t'es en appartement? Oui, exactement. Ça va faire 3 ans que j'ai mon appart. J'en avais une avant dans le sous-sol de chez ma mère. Fait que ça faisait déjà depuis mes 18 ans que je gérais ça. Puis j'avais mes affaires, puis je m'en occupais, je me faisais à manger, je faisais mes meal prep, parce que je m'entraînais déjà dans ce temps-là, fait que je faisais attention à ce que je mangeais. Fait que j'ai développé une organisation avec l'entraînement que je faisais. Fait que je voulais évoluer. Tu peux pas avoir des résultats si tu manges pas de la bonne façon. Fait qu'il a fallu que je commence à m'adapter à ce niveau-là. Par la suite, j'ai commencé à faire mes repas, comme je disais. Puis là, c'est ça. Ça fait 3 ans que je suis en appart. Moi et ma blonde. Avec mon chien, mon chat. Puis sincèrement, c'est super. C'est sûr que c'est cher, mais je suis encore en évolution en ce moment. Mais je sais que ça paraît pas, mais tu sais, souvent, j'ai l'impression que souvent les personnes ont l'idée qu'une personne autiste, souvent c'est une personne que ça se voit ou qu'on peut facilement mettre une étiquette. Mais toi, ça paraît pas. En tant que tel, je pense que c'est la phrase qu'on me dit le plus souvent. T'es autiste. Wow, ça paraît pas. Mais en tant que tel, j'ai une vision de l'autisme qui est complètement différente. Un autre travail que je fais, je suis conférencier. J'en ai pas parlé, je sais pas pourquoi, mais c'est ça, je fais des conférences sur l'autisme. Puis en tant que tel, être autiste, c'est pas quelque chose qui paraît. C'est une façon de fonctionner, c'est une façon de comprendre les choses qui est complètement différente de celle des neurotypiques. Sauf que si tu te permets d'évoluer dans ce sens-là, puis tu veux mettre les efforts au niveau social, comme j'ai fait dans mon cas, parce que ma plus grande difficulté, c'était de parler. Puis du côté extraverti, j'en avais aucun. Puis je me suis donné un petit coup de pied. J'ai commencé à faire du showbiz ici, à monter sur le stage, à faire de la musique, sans nécessairement parler. Puis, une année, j'ai décidé de commencer à chanter, excuse-moi, devant beaucoup de personnes. Puis je pense que c'est ça qui est venu défaire la barrière que j'avais du côté social. Aujourd'hui, c'est quelque chose de facile pour moi parce que, veux pas, je me suis un petit peu neurotypifié, je dirais. Mais je considère pas ça comme quelque chose de positif en tant que tel. J'ai commencé à faire ça parce que, comme je te disais, j'étais dans le déni quand j'étais jeune. Fait que je cherchais à faire comme tout le monde. Je cherchais à marcher comme tout le monde. Parce que moi, je marchais pas comme tout le monde. Je marchais drette. J'avais une belle posture, par exemple. Mais j'avais pas la même démarche que les autres. J'avais pas la même façon de communiquer que les autres. Puis j'entendais le monde me parler dans le dos quand je rentrais dans l'école. Tous les jours. Sérieux? Ouais. Puis c'est difficile de vivre ça chaque jour. Puis j'ai essayé de reprendre le dessus. Fait que j'ai appris à être un peu comme tout le monde. L'autre problème que j'avais, je bégayais, vu que je suis dysphasique. Puis j'ai bégayé longtemps, jusqu'à mes 16 ans. C'est quoi dysphasique? La dysphasie, c'est comme si tu avais à lire un texte tous les jours pour être capable de parler. Moi, dans mon cas, c'est comme ça que je vis depuis toujours. Fait qu'il n'y a rien de fluide quand je parle.
Il faut que je crée, je construise, puis après, je le dise. Fait que j'avais de la misère à le faire. Fait que ça faisait en sorte que mes phrases, des fois, étaient déconstruites. Puis ça faisait en sorte que le monde se moquait de moi. Puis, comme je dis, j'avais un orgueil vraiment intense, puis je me mettais à me fâcher, puis j'étais agressif. Fait que j'avais de la misère à me gérer face à ça. Fait que j'ai appris à arrêter de bégayer. C'est bizarre. Mais je me parlais devant le miroir quasiment tous les jours. Puis je me répétais des phrases pour être capable de bien les dire. Mais je mettais aucun effort sur ma scolarité. Les efforts, je les mettais sur ma façon de communiquer, sur ma façon d'être pour pas que les autres personnes me voient comme quelqu'un d'autre. Fait qu'aujourd'hui, je suis capable de le faire. Oui, c'est une compétence en tant que telle qui me permet de travailler dans le monde d'aujourd'hui. Mais l'énergie que j'ai dû mettre là-dessus vaut pas la peine. Donc, Parce que j'aurais pu fonctionner quand même, malgré tout. Puis moi, je me perds là-dedans aujourd'hui. J'ai de la misère à comme décrocher quand j'arrive chez nous, puis arrêter de me forcer. Fait que ça peut faire des burn-out sur le long terme, être comme ça. donc c'est un peu une bonne chose selon toi, mais ça avait un mauvais fond en tant que tel. Oui, dans le fond, comme je dis, c'est... Dans le monde d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'ouvre des portes énormément. Mais je serais pas prête à dire que c'est normal que j'aie eu à faire ça. Vraiment pas. Parce que je fonctionnais quand même. J'étais capable de communiquer puis tout. Bégayer, c'est une problématique que j'ai réglée, que je suis très fier. Mais de me neurotypifier, c'est un peu de l'acting. C'est compliqué de faire ça tout le temps. Puis je le fais encore aujourd'hui. Puis sur le long terme, c'est drainant. Vraiment. Mais c'est dur de se détacher de ça. Parce que je l'ai toujours fait. Mais, puis là, en ce moment, c'était quoi tes trucs à toi, tu sais, pour rester concentré ou te neurotifier? Dans le fond, comme je disais, je regardais les autres. Moi, j'ai toujours appris, je suis autodidacte, en regardant les autres faire. En snowboard, pareil, je compétitionnais. Je faisais des petites compétitions de snowboard à Bromont. J'ai appris à faire du snowboard en regardant les autres faire. Puis ça m'a débloqué énormément de portes. Tout ce que j'ai fait, j'ai appris de façon autodidacte. Fait que c'est en observant. Puis en observant comment le monde marchait, j'ai vraiment appris à marcher comme tout le monde. Mais je te jure que je l'ai vraiment fait, ça. Il y a eu une étape dans ma vie où que j'ai réalisé que je marchais pas comme tout le monde parce que j'entendais le monde le dire en arrière de moi. Ça c'est plate, ça. Ben, comme je te dis, ça a fait partie de mon évolution. Puis là, aujourd'hui, là, en ce moment, est-ce que des fois, je sais pas, t'as des choses qui te rendent inconfortable que... Pour toi, ça te rend inconfortable, mais pour un neurotypique, ça, c'est pas si grave, là? Ben, moi, je suis un hypersensoriel. Fait que c'est sûr, l'hypersensoriel, il va y avoir des hyposensoriels puis des hypersensoriels chez les autistes, très souvent. Un hypersensoriel, dans le fond, c'est quelqu'un qui va... qui va avoir de la difficulté à gérer les stimuli. Fait qu'autant les lumières, les spotlights, depuis tantôt, mais tu sais, j'ai appris à les gérer aussi, mais ça me draine un peu quand même. Toute la décoration, les détails visuels viennent m'affecter beaucoup. Moi, quand je rentre dans une pièce pour la première fois, il faut que je l'analyse. Fait que je vais regarder partout pendant facilement 30 minutes jusqu'à temps que j'aille assimiler la pièce. Comme ça, quand je vais rentrer la deuxième fois, je vais me souvenir de chaque chose où ils sont. Mais ça fait partie de moi. Ça peut paraître bizarre pour un neurotypique, mais c'est automatique, je peux pas gérer ça. Fait que quand je rentre dans un endroit où il y a énormément de détails, puis je n'étais pas prête à ça, ça peut me faire paniquer un peu, sauf que je suis quand même capable de le gérer avec ça. Ce petit anneau, ça Ouais. t'aide beaucoup? Oui, exactement. Puis j'ai trouvé des petits trucs pour justement réussir à gérer un peu mon stress.